Bonjour à tous, je suis heureuse de vous revoir et de pouvoir parler avec vous. Nous en sommes au Généalogie pas à pas numéro 28, copier d'autres arbres sans rechercher les sources. Voilà un sujet qui fait polémique, mais vraiment bien, surtout après la modification apportée par Généanet sur son site, généanet.org, ces dernières semaines. Vous trouverez leur article sur leur blog « Importer dans mon arbre, une petite révolution pour votre arbre généalogique ». Les liens se trouvent ici dans la base de description sous la vidéo. Précédemment, dans l'article, le tout premier article que j'avais fait sur Internet, « Comment bien débuter sa généalogie » et vous trouverez les liens ci-dessous aussi, j'avais nommé l'attitude des généalogistes en deux groupes, le collectionneur et le limier. Et en l'occurrence ici, les réactions par rapport à cette action qu'a fait Généanet sont vraiment une bataille de comportement. Certains sont ravis de collectionner les informations, peu importe qu'ils aillent plus loin, c'est juste histoire de remplir leur arbre, c'est ce que j'avais nommé les collectionneurs. D'autres sont complètement contre l'idée de collecter les arbres et de piquer les arbres et les informations sur les autres arbres, parce que leur idée, et je la comprends aisément, elle est celle-ci. Alors je cite une personne qui avait dit ceci: « Nous passons des heures à nous exploser la vue sur des registres, parfois difficiles à lire, et un inconnu passe et prend tout. » Pour ma part, si je comprends les deux points de vue, et d'un œil purement stratégique, effectivement, moi ça m'a permis quand même de me donner des pistes tout au début de ma généalogie pour trouver en fait des lieux qui étaient inconnus pour moi, parce que j'avais aucune information, mais je les ai vérifiés par la suite. Je ne me suis pas contentée en fait de faire une recherche à l'aveugle, parce que cette recherche à l'aveugle, évidemment, peut nous amener vers des pistes. Et je me dis aussi, vous savez, un truc idiot, celui qui collectionne rapidement les choses et qui monte son arbre, eh bien son arbre, à mon avis, ce qu'il devient, c'est qu'il se met dans un placard et qui ne sert pas à grand chose. Un peu dans le principe de ce qui est gratuit est vite gaspillé. Le limier, donc la personne qui va vraiment faire un travail de détective, doublé d'un collectionneur, par contre, il va savourer chaque instant passé dans la recherche de ses ancêtres et finalement créer du lien. Il va arriver à les partager parce qu'il connaît sa famille et il permet la transmission d'une véritable histoire familiale. Certains créent des blogs, d'autres créent des biographies recherchées et ça permet de rendre en fait les ancêtres vivants dont personne parfois n'avait entendu parler. Pensez à vous abonner, j'apprécie vraiment beaucoup votre soutien et cela me donne envie de continuer. Copier est probablement l'erreur la plus fréquente. Lorsque vous découvrez un patronyme sur Généanet et que vous voyez qu'il se trouve dans l'arbre de plusieurs personnes, vous aurez probablement la réaction à vif qui mène à penser que l'information doit être bonne à prendre et vous l'ajoutez à votre arbre. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Parce que lorsque vous recopiez une personne dans un arbre, en fait, vous regardez d'abord si elle est sourcée, donc ce qui permet d'éviter pas mal d'erreurs, et ensuite, si la personne a mis ses sources, ben c'est parfait. Vous n'avez plus qu'à les vérifier, vous remontez la source et hop, vous y arrivez. Mais si elle n'est pas sourcée, vous avez intérêt il est conseillé vraiment de vivement les vérifier rapidement. Parce que si vous les vérifiez pas tout de suite pendant que le fer est chaud, ben vous savez, vous allez les oublier, vous retrouver avec des gens qu'il faudra vérifier plus tard, ils vont s'accumuler. Il faut essayer de trouver l'acte de cette personne pour valider sa place dans votre arbre. Sinon, vous allez vous encombrer de personnes qui sont des inconnus et qui n'ont probablement rien à voir avec votre famille. Et peut-être que des dizaines ou des quinzaines de générations avant, c'était vos cousins, c'est pas impossible. Mais remontez d'abord logiquement avant de filer derrière dans les années 1200 et de dire ben, ils sont de ma famille. Ben, le travail n'est pas bien fait dans ce cas-là. Si vous l'avez déjà ajouté d'office, voilà, vous avez vu un arbre sur Généanet où il y a des personnes que vous connaissez,
et hop, vous l'avez ajouté d'office. Il n'y a pas de quoi se fâcher, en fait. Peut-être êtes-vous débutant et que vous ne connaissez pas l'importance des sources. Une source, je vais prendre un exemple tout simple. En fait, si vous avez un journaliste qui fait du journalisme sérieux, il va sourcer ses documents, il va sourcer, on va pouvoir remonter et vérifier ses dires et ses écrits. Si on prend l'exemple d'un journal à scandale qui invente des choses, il n'y a pas de source. Vous pouvez chercher, il n'y aura pas de source, ils sont incapables, les faits sont inexacts, ils sont complètement inventés, la réalité est complètement traficotée, je ne vais même pas nommer les journaux, je pense que tout le monde les connaît. Eh bien, il en est de même pour le travail d'un historien ou d'un chercheur, que ce soit un scientifique ou bien un chercheur en sciences sociales, en histoire, ça je viens de le dire, mais ça ne fait rien, ou un généalogiste. La source, c'est la chose la plus importante pour dire que votre arbre est réel. Donc sourcer permet de trouver l'endroit où vous aurez trouvé l'information et vous donnez de la crédibilité. On peut dire, ben, celui-là, il fait ça sérieusement. Prenons cet exemple. Alors, ça, c'est un exemple pratique. Je suis allée, parce que j'étais invitée, dans un restaurant, un très bon restaurant, qui se trouve à Poitiers. C'est un restaurant qui vient d'ouvrir, et donc c'est des amis qui m'y ont invité, et je me suis laissée guider. Le seul nom que j'ai retenu, c'est que ça s'appelle La Table des Copains, et que c'est à Poitiers. Et donc, je l'ai trouvé sympa, je me suis dit, j'aimerais bien y retourner. Mais le problème, c'est que je n'ai ni l'adresse, ni le numéro de téléphone. J'en ai pas de souvenir. Oui, je peux demander aux copains, forcément, si je veux retrouver, mais je n'ai pas de source, en fait. Donc, j'ai fait une petite recherche sur Google, j'ai trouvé immédiatement l'adresse, je savais que c'était près de la place d'Armes, donc j'ai pu très, très facilement retrouver l'adresse, mais j'avais quand même 3 informations. Je savais que c'était à Poitiers, je savais que c'était la Table des Copains, et je savais que c'était près de la place d'Armes. Vous prenez une boutique, par exemple, vous achetez n'importe quoi, ça peut être un sac, ça peut être n'importe quoi, et vous dites à votre copine, bah, je l'ai acheté à Angers. Bah oui, mais où à Angers? Est-ce que c'était place du Ralliement? Est-ce que c'était à l'autre bout d'Angers? On ne sait pas. Voilà, ça, il n'y a pas de source. Donc, vous êtes perdu, vous ne pouvez pas retrouver l'endroit. Vous n'allez pas vous farcir toute une ville entière pour pouvoir retrouver l'endroit. Et c'est ce qui se passe en généalogie. Si vous ne connaissez pas la source, eh bien vous êtes obligé de refaire tout le parcours et Dieu sait si ça va vous prendre du temps. Vous aurez peut-être un peu de chance et tomber sur la bonne adresse. Donc, pour les archives, eh bien, vous avez pu vous rendre compte combien ça peut être compliqué. En remerciant la personne qui a sourcé ces actes, vous faites une bonne action parce qu'elle a pris le temps d'assurer sa crédibilité et de dire voilà, moi j'ai fait ce travail, si vous voulez, je vous livre l'adresse, faites de même, livrez vos sources. Comment faire pour sourcer ces documents? En fait, je vous ai déjà préparé un article à ce sujet ou une vidéo. Et selon que vous préférez lire ou visionner, parce que je trouve qu'il y a vraiment, ça se démarque très fort, 2 groupes de personnes. Il y a celles qui aiment visionner, il y a celles qui aiment lire, et il y a celles qui aiment faire les deux, un peu comme le collectionneur et le limier. Et cet article fait partie du Pas à Pas généalogie numéro 22. Pourquoi sourcer ces documents? Et là, c'est pareil, vous avez l'adresse ici dessous, dans la base, pardon. Aujourd'hui, après avoir fait toute cette introduction un petit peu longue, je vais vous livrer des astuces pour gérer ces informations qui sont non sourcées. Alors, la première astuce, si vous allez télécharger sur Généanet, par exemple, puisque maintenant c'est offert, c'est gratuit, ils ont comme argument que de toute façon les arbres étaient déjà copiés, donc ils facilitent en fait le copiage. Pourquoi pas? Alors, faites attention. Ne téléchargez pas tout un arbre, prenez une petite partie et puis vous verrez que c'est largement suffisant. Rappelez-vous quand vous avez commencé que vous avez déjà 7 ancêtres à partir de vous quand vous prenez vos parents et vos grands-parents, les 4 grands-parents. Donc imaginez si vous téléchargez 20 personnes et qu'elles ne sont pas sourcées, vous allez vous encombrer avec des choses un petit peu inutiles.
Et aussi, vous risquez d'avoir des personnages et ça devient vraiment vite incontrôlable. L'astuce numéro 2, créez un nouvel arbre dans votre logiciel, c'est-à-dire ne téléchargez pas votre jet de com en le mettant sur le travail que vous êtes en train de faire, parce que là, vous êtes parti pour faire une grosse bêtise. Je vais vous expliquer la raison. Évitez de télécharger cet arbre dans l'arbre familial sans l'avoir corrigé, sourcé, etc. La mésaventure de partage de jet de com, j'en ai déjà parlé et peut-être que j'en reparlerai encore. Il m'est arrivé avec une personne en qui j'avais toute confiance. C'est un jet de com que j'avais créé moi-même, que je lui avais partagé. Et quand j'ai eu besoin, en fait, parce que je l'avais perdu, de récupérer mes informations, je ne savais pas qu'elle avait téléchargé tout un jet de com avec sa double famille, hein, côté compagnon et côté elle. Et donc je me suis retrouvée avec 22 000 personnes dans mon arbre qui n'avaient rien à voir avec mon arbre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Parce que là, il va falloir que je fasse une coupe franche, mais qui enlever, qui ne pas enlever? Donc, j'ai pas encore fini. Hein. Ça s'est passé il y a au moins 4 ou 5 ans. J'aurais pu tout recommencer, mais je trouvais que c'était vraiment dommage de perdre toutes mes informations. Et ce qui s'est passé, une des choses qui s'est passée quand j'ai fait le téléchargement de ce jet de com, et ça risque de vous arriver si vous prenez les choses sur Internet, c'est tout simplement que vous avez affaire à le logiciel en fait qui est utilisé, fonctionne avec un système binaire. Donc il comprend les choses de façon très simple. Ce qui n'est pas le cas de notre cerveau. Notre cerveau entend 10 millions de choses, de variantes supplémentaires. Et on peut faire les connexions. Tandis que le système binaire, il ne fera les connexions que si vous lui dites c'est OK pour faire la connexion. Alors je m'explique. Par exemple, je vais écrire le prénom Roselyne. Roselyne peut s'écrire avec un L-Y. Moi je l'écris comme ça, et la personne qui me passe son jet de com l'écrit Roselyne, en 2 mots, avec un I. Pour l'ordinateur, c'est 2 personnes différentes. Et dans le nom de famille, moi j'écris Chauvet. Je sais que c'est prononcé, c'est dans le Nord et que c'est prononcé Cauvet. Donc elle, en fait, elle l'a entendu comme ça, elle a écrit Cauvet. Alors, moi je l'ai écrit C-H-A-U-V-E-Z, et l'autre personne, elle a écrit C-A-U-V-E-T. Pour l'ordinateur, Roselyne avec Y, Chauvet avec un Z, et Roselyne en 2 mots, Cauvet avec un T, ne sont pas la même personne. Donc vous avez un doublon. Il va vous signaler qu'il y a un doublon, parce qu'il trouve plus bas dans les informations de la fiche qu'il y a des similitudes. Peut-être que les similitudes ne sont pas écrites de la même façon. Peut-être que les parents sont écrits différemment, les frères et sœurs. Donc vous voyez déjà le melting pot, le bazar que ça, le pot pourri auquel vous avez affaire. Et vous pouvez très vite vous retrouver avec 100 personnes, 200 personnes, dont il va falloir en fait vérifier s'il y a des doublons ou pas. C'est un travail impossible. En fait, on perd son temps, vraiment. On pourrait avancer dans autre chose, mais là, on perd son temps. Cette mauvaise expérience, moi, ça m'a pris des mois et des mois avant d'être corrigée. De temps en temps, j'en trouve encore. Des gens, je ne sais pas de quelle famille ils sont, donc je les enlève parce que je me dis, si je veux corriger ma généalogie, ce que je suis en train de faire, hein, ben tant pis, voilà. J'ai au moins appris quelque chose, c'est de ne jamais copier un jet de com sur mon arbre. Alors ça remonte, hein. J'ai appris depuis... Je vous donne une astuce. Numéro 3, utilisez les étiquettes. Alors ça dépend de votre logiciel. Il y a des logiciels sur lesquels il n'y a pas de possibilité, mais ceux qui ont la possibilité de mettre des étiquettes, en fait, vous la nommez non vérifiée. Et donc ça vous permet à vous d'extraire une liste de personnes dont vous savez qu'il faut vérifier les actes. Vous y ajoutez une couleur, rouge ou orange, pour dire attention, c'est pas clair, il va falloir que je vérifie ça, et vous l'enlèverez en fait lors de la vérification des sources de ce personnage.
Cela offre l'avantage de vous aider à trouver les personnages non vérifiés de votre arbre et de faire simplement les vérifications et les validations. Ensuite, je vous livre une dernière astuce, l'astuce numéro 4, qui est rédiger une note. Si vous n'avez pas la possibilité de mettre des étiquettes, et moi je fais les deux, en fait, je mets les étiquettes et je mets une note, et je mets une note non vérifiée. Et c'est simple à ajouter, hein. Vous utilisez simplement la fonction note, et puis lorsque vous exporterez votre arbre, cela permettra aux personnes qui visitent de voir en fait que votre source elle est incertaine. Vous pouvez, il devra donc lui-même faire attention à cette information et il saura qu'il faut qu'il la vérifie. Mais il aura peut-être des noms, des indices. Et vous pouvez utiliser la note que vous voulez, hein. Vous pouvez marquer information incertaine, vous pouvez noter à vérifier, vous pouvez noter sans source ou source inconnue, ou j'y pense maintenant, vous pouvez aussi noter source non trouvée parce que registre défaillant, registre perdu. Voilà, les notes elles servent à ça, c'est très intéressant. Dites-moi dans les commentaires comment vous procédez pour parvenir à gérer toutes ces problématiques. Et puis je dois vous dire aussi, j'ai créé en fait un journal de suivi de vos recherches de généalogie. C'est un journal qui peut vous servir au fil d'une année, hein. Il est différent des autres journaux, vous ajoutez les pages au fur et à mesure, et puis ça vous sert si vous voulez de brouillon. Vous pouvez le télécharger gratuitement, j'ai laissé le lien dans la page ci-dessous, et si vous avez besoin d'aide, eh bien, prenez rendez-vous, appelez-moi et nous pouvons en discuter. J'aimerais vous dire aussi que voir que vous lisez mes articles sur le blog atoutebranche.fr et sur les vidéos, là nous avons dépassé les 8000 vues. Alors continuez de vous abonner parce que vraiment ça me fait plaisir, ça me touche de voir que vous êtes là et que vous suivez en fait ce que je vous dis. J'aime faire partie de cette communauté de gens bienveillants. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de commentaires malveillants, donc je vous remercie beaucoup pour votre attitude. Et puis, à bientôt pour un futur article et bonne recherche. Bye bye.